Bonjour Arthur Delaporte, on a bien fait de vous inviter. Les militants socialistes ont voté hier. Ils ont donc choisi comment choisir leur candidat à la présidentielle. Alors ce n'est pas l'option du premier secrétaire qui a été choisie. On va y revenir en détail, mais est-ce que vous considérez qu'il est une fois de plus désavoué ce matin et qu'éventuellement il doit quitter le poste de premier secrétaire? Alors, vous savez, les militants avaient un choix à faire sur une stratégie présidentielle. Ce n'était pas un nouveau congrès. Et je constate d'ailleurs que par rapport au score du congrès, l'option portée par Olivier Faure a progressé. Donc voilà, on ne va pas C'est un peu la méthode Coué, ça, non, vous vous rassurez? Non, ce n'est pas la méthode Coué. On a perdu. On reconnaît qu'il y a l'option qu'on avait présentée n'a pas suffisamment convaincu les militants qui ont préféré réserver aux adhérents du Parti socialiste et éventuellement d'autres formations politiques, la désignation du candidat socialiste. Alors je vais résumer. Primaire fermée qui a été choisie par plus de 55% des militants socialistes. C'est donc une primaire qui permettra à des candidats socialistes et de place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, de se présenter. Et le corps électoral, ce seront donc des adhérents et peut-être des nouveaux qui pourront adhérer pour entre 15 et 20 euros. Donc c'est une primaire fermée qui s'oppose au choix que vous portiez avec Olivier Faure, d'une primaire ouverte à des sympathisants et qui permettait peut-être après la primaire de la gauche et des écologistes. Nous, ce qu'on espérait, c'était en effet créer une dynamique en disant aux Françaises et aux Français... En misant sur le succès de venez voter pour cette primaire, pour désigner le candidat socialiste qui ira ensuite s'inscrire dans une primaire plus large du Rassemblement de la gauche. Pour autant, vous l'avez dit, les choses ne sont pas totalement réglées puisqu'on va avoir une désignation interne qu'on appelle primaire. Enfin, pour moi, c'est une primaire en fait entre des candidats socialistes et il y aura évidemment la possibilité dans cet espace-là pour des candidats qui défendront une stratégie d'union de la gauche. Parce que soyons un peu sérieux, il ne s'agit pas d'amuser la galerie ou les Françaises et les Français pour dire quel sera le candidat qui fera 1,7%. Il s'agit de dire quel est le candidat qui s'inscrira pour derrière réussir à rassembler et s'inscrire dans une stratégie de rassemblement. Donc rien ne dit que cette démarche n'amènera pas à 1,7%. On verra bien. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la primaire de la gauche et des écologistes à laquelle vous étiez attaché comme Olivier Faure à la direction du PS est morte ce matin, puisque par définition, elle aura du mal à aboutir, même si c'était Olivier Faure qui gagnait la primaire fermée. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui à Marine Tondelier, si elle nous écoute, à François Ruffin, à Clémentine Autain et à Lydie Massard du mouvement démocratique breton. C'est fini, vous ne participez pas à une primaire, elle n'aura pas lieu. Moi, je leur dis, je n'abdique pas ce pourquoi je me suis battu depuis tant d'années, c'est-à-dire la nécessité du rassemblement de la gauche. Et d'ailleurs, dans une certaine confusion, certes, mais ceux qui sont avec nous au Parti socialiste, je pense à Boris Vallaud, qui s'est allié avec François Hollande, ou Nicolas Mayer-Rossignol, dont la stratégie l'a emporté hier, disent aussi qu'ils souhaitent le rassemblement. Maintenant, la question, ça sera qui, des uns ou des autres, porte la meilleure stratégie de rassemblement. Oui, mais là, c'est le rassemblement derrière le candidat socialiste que propose l'option 2, comme on l'appelle, celle de M. Vallaud. Ce candidat socialiste, quelles que soient les options, a la charge derrière de construire un rassemblement plus large. Personne ne dit qu'il doit être seul dans son coin, sinon c'est suicidaire. Donc ce sera quoi, un contrat de gouvernement Ce que nous disons, c'est qu'au lendemain de cette désignation qui intervient en plus tard, fin octobre, c'est le plus tard, celui ou celle qui aura gagné devra derrière se retourner vers le reste de la gauche pour trouver les modalités pour avoir une candidature unique. Ça, c'est les deux textes qui le disent. C'est juste que je crois que l'option que nous défendions avait plus de chances de permettre de rassembler parce que nous étions très clairs sur la nécessité d'un départage démocratique. Les autres disent, il faudra faire un accord. Un accord, c'est mettre tout le monde autour de la table et voir comment est-ce qu'on tranche. Donc de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra trancher. Moi, je continue de croire que c'est l'option, évidemment, d'une désignation commune, ouverte, etc., qui devra s'imposer. Mais ça, c'est l'avenir qui le dira. Le problème, c'est qu'on perd un peu de temps. Ça, c'est comme ça. C'est les militants du Parti socialiste qui ont souverainement fait leur choix. Maintenant, il faudra organiser cette primaire, qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Et les différentes lignes stratégiques pourront alors être clairement exposées devant les militantes des différentes organisations. Mais pour autant, s'il y avait eu... ça, ce sont les militants socialistes qui ont choisi, donc ils ont pris leurs responsabilités. Pour autant, aujourd'hui, M. Roussel veut y aller. Jean-Luc Mélenchon est déjà en campagne. Il y aura donc les candidats de la primaire de la gauche et des écologistes qui sans doute vont tirer des conclusions personnelles, peut-être à tort, mais en tout cas ils vont tirer certaines conclusions. On est loin d'avoir un candidat pour les non-mélenchonistes, comme certains aiment à dire, sur la ligne de départ. On est déjà à 4 ou 5 candidats de ce camp-là de manière large. Je suis d'accord avec vous. Et cette situation me désespère. C'est-à-dire que cette pluralité des égos qui croient que tous, les uns ou les autres, sont la seule solution
pour l'emporter derrière, c'est malheureux. C'est ça que nous reprochent les Françaises et les Français. Ils nous disent d'abord une chose simple, mettez-vous d'accord, rassemblez le plus largement possible la gauche non mélenchoniste, parce qu'on sait que Jean-Luc Mélenchon est la pire des solutions pour le deuxième tour, pour l'emporter face à l'extrême droite. Et donc, derrière, mettez-vous d'accord. Et donc, je sais que ce cri-là va monter à mesure que l'échéance présidentielle va se rapprocher. Et donc, nous serons forcés de nous mettre d'accord, et les égos devront être remballés dans les poches. Je le dis à Fabien Roussel, comme à François Ruffin, comme à toutes celles et tous ceux qui seraient tentés par une aventure solitaire. Il n'y aura une solution que collective dans la recherche du rassemblement de la gauche, dans un esprit le plus unitaire possible, parce que nous n'avons pas le choix, c'est 2027, et l'arrivée potentielle de l'extrême droite que nous devons combattre. Alors on verra ces conclusions qui seront tirées et par M. Ruffin ou par Marine Tondelier, voire Clémentine Autain. Pour autant, cette primaire fermée choisie par les militants socialistes ne règle pas tout. François Hollande dit qu'il ne veut pas participer à une primaire. Vous avez déjà 2 candidats déclarés, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamram, et Jérôme Guedj, député de l'Essonne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans le rang. Et que fera Raphaël Glucksmann? Parce que globalement, le but était de lui permettre de se présenter. Enfin, si vous voulez, on peut continuer sur le bal des socialistes qui, à un moment, espèrent avoir un peu d'aura médiatique à travers une déclaration ces candidats, ils existent. Mais en fait, il n'y a pas d'autre solution que dans un processus de départage collectif. Moi, je ne crois pas dans le sauveur suprême. Et si je me suis engagé dans une organisation qui s'appelle le Parti socialiste, c'est bien que je crois dans la démocratie militante, parce que les organisations démocratiques, comme le Parti socialiste, qui a fait son choix souverainement, ont quelque chose à raconter et sont les organisations les plus durables dans le temps et celles qui peuvent demain l'emporter. Donc, Jérôme Guedj, c'est pas sérieux. S'il ne s'inscrit pas dans un rassemblement, dans une procédure décidée par le parti, ça n'existera pas. Karim Bouamram, c'est la même chose. François Hollande, c'est la même chose. Donc, à un moment, les uns et les autres devront dire s'ils acceptent le vote des militants des organisations socialistes. Sinon, ça sera fini pour eux. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous nous dites, Olivier Faure ne doit pas remettre son titre en jeu, si j'ose dire. Mais Olivier il Faure, doit rester premier secrétaire malgré cette défaite. Vous savez, on a besoin d'un pilote dans le bateau. Et aujourd'hui, on a Olivier Faure qui a été désigné par la majorité des militants socialistes lors du dernier congrès. Il a aujourd'hui une responsabilité, celle à la fois de mettre en œuvre ce qui a été décidé hier, c'est-à-dire d'organiser cette désignation interne avec les organisations du spectre socialiste. Et puis derrière, il devra aussi, ça, en tout cas c'est ce que j'appelle de mes vœux, continuer à porter la stratégie d'union qui est la sienne depuis 2018, parce que ce n'est que comme ça qu'on continuera à reconstruire le Parti socialiste. Alors on a vu lundi, au grand jour, une division entre les pro-Faure et les pro-Valo, à l'occasion du vote de la motion de censure qui a été déposée par les écologistes et les insoumis, soupçonnant l'inaction climatique du gouvernement. Vous faites partie de ceux qui ont voté cette motion, alors que le groupe, dans sa majorité, avait décidé de ne pas la voter. Est-ce que ça veut dire, malgré tout, que le Parti socialiste considère que le Premier ministre n'a pas fait ce qu'il fallait pour combattre cette canicule, sachant que tout à l'heure, à 10h, il y aura une nouvelle cellule interministérielle à Beauvau qu'il présidera avec une France sous les feux de forêt et un nouvel épisode de canicule. Vous pensez qu'il y a eu une inaction coupable du gouvernement ? Alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui rassemble les socialistes. On a écrit un courrier... Jusqu'à voter une motion de censure. En tout cas, tous les socialistes s'accordent sur le constat. Il y a aujourd'hui péril en la demeure et il y a inaction climatique du gouvernement et de ses prédécesseurs depuis 10 ans maintenant. On avait un président de la République qui avait commencé en disant « Make our planet great again ». Aujourd'hui, le constat, c'est baisse du fonds vert qui permet de rénover les bâtiments, en particulier les bâtiments publics. Dans les collectivités, cacophonie, cacophonie sur la prime rénov. 800 millions aujourd'hui. Voilà, cacophonie sur ma prime rénov. Et donc, on ne peut pas avoir de stratégie, y compris de rénovation des bâtiments privés. C'est des moyens et des stratégies qui tardent à être mises en œuvre de façon importante sur la rénovation des hôpitaux et la climatisation des hôpitaux, sur la question des rénovations des écoles aussi. On ne peut pas avoir un ministre de l'Éducation nationale qui fait comme ce qu'il a fait il y a 2 semaines en disant « c'est les collectivités locales qui sont responsables ». C'est pas sérieux. Elles sont à l'os, les collectivités locales. La responsabilité du ministre de l'Éducation nationale, c'est d'avoir une stratégie climatique et des consignes claires, pas des choix à la carte, parce que sinon, c'est le grand bazar. Et donc aujourd'hui, oui, moi je déplore que ce gouvernement soit à la ramasse sur les questions climatiques, préfère faire la loi du plomb que de faire des grandes lois comme la loi Barroso pour permettre d'éviter justement l'inaction climatique, pour anticiper les choses du point de vue des assurances, pour anticiper aussi tout ce qui est en train de se passer sur l'anticipation du réchauffement climatique. Nous, c'est ce qu'on propose. On a mis sur la table une loi. On attend que le gouvernement l'inscrive au Parlement. Alors, dernière question et réponse rapide si vous voulez bien. On a appris hier par nos camarades de jeu de Radio France que, d'après une source judiciaire haut placée, Marine Le Pen, quoi qu'il arrive, dans son pourvoi en cassation, ne porterait pas de bracelet électronique pour une question de délai. Est-ce qu'elle n'a pas bien joué le coup, sachant que la Cour d'appel lui a rendu son éligibilité ? Elle est sur la ligne de départ, alors que vous n'avez toujours pas de candidat. Parce que cet avantage-là n'est pas très important. Bracelet ou pas, elle a un boulet au pied. Enfin, moi, j'ai des brigands qui sont candidats
je suis électeur, je réfléchis 2 fois avant de voter pour eux, en tout cas j'espère. On a des gens qui croient que le Rassemblement national défend le pouvoir d'achat et en même temps leurs élus ont volé dans les caisses. Donc il y a quand même ici un petit problème de probité de la part de Marine Le Pen qui, je le rappelle, avait fait campagne sur les précédentes élections en disant qu'il fallait une inéligibilité automatique pour les personnes qui étaient condamnées pour détournement de fonds publics. Et écoutez, Marine Le Pen n'a pas tiré les conséquences de ce que disait Marine Le Pen. C'est malheureux, mais les Français jugeront en définitive. Et ben on va suivre son parcours judiciaire jusqu'au premier tour de la présidentielle, a priori. Bonne journée à vous, Merci pour Victor l'invitation. Delaporte.